Je voudrais revenir rapidement sur on est tous les deux l'Institut français de géopolitique, donc je crois que je ne vais pas pouvoir m'empêcher de tutoyer rapidement sur le temps final et sur le temps en politique, parce que ça c'est quelque chose qui me marque aussi. Il y a une contamination du politique par l'eschatologie. Alors, l'eschatologie, c'est un genre qui est important, comme l'apocalyptique, etc. C'est une très grande valeur, et je suis persuadé que les politiques peuvent trouver des ressources en se tournant vers tout ce qui est prophétie, apocalyptique, etc. Ceci dit, il y a une contamination, effectivement, on ne travaille jamais pour 1000 ans en politique, il s'agit à tout moment de conjurer le désastre. Et finalement, c'est un petit peu aussi notre vie à chacun. À tout moment, finalement, la vie, c'est une lutte contre la mort, et d'une minute à l'autre, on peut très bien passer de l'autre côté. Et ce qui est vrai pour un individu, c'est aussi vrai pour les collectivités humaines. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas des solutions pour 1000 ans sur le plan politique qu'il faut renoncer à faire quoi que ce soit immédiatement. Donc ça, c'est très important. Alors maintenant, je ne vais pas abonder sur la menace que représente l'Iran. Ça a été abondamment fait par mes prédécesseurs. Finalement, ça peut se résumer, à mon sens, en deux ou trois expressions clés. Tout d'abord, sanctuarisation agressive. Donc effectivement, à l'abri de l'arme atomique, l'Iran pourrait développer une politique beaucoup plus agressive depuis le Golfe arabo-persique jusqu'à la Méditerranée orientale. Et on en a déjà quelques traces avec tout ce qui est Hezbollah, Hamas, etc. Ensuite, réaction en chaîne. Il est évident que les pays de la région ne peuvent pas laisser faire. Et plus on aura d'acteurs nucléaires, plus le risque de voir une guerre nucléaire éclater est réel. Et donc là, il faudrait se méfier de ce que Raymond Aron appelait, enfin je ne veux pas désigner qui que ce soit, ce n'est pas beau, mais les délires logiques d'un certain nombre de théoriciens français de la dissuasion nucléaire. Comme quoi, finalement, à la limite, on a 200 États à la surface de la planète. Si chacun de ces États avait une arme nucléaire, eh bien, on tiendrait la paix de 1000 ans. Donc plus il y a d'États nucléaires, plus le risque d'une guerre nucléaire est là. Et ça ne peut que nous préoccuper. Et puis alors, enfin, dans le cas de l'Iran, le risque, finalement, c'est de voir confluer, c'est de voir une conjonction entre, d'un côté, une intention hostile qui est proclamée par les dirigeants iraniens, et puis de l'autre côté, une capacité balistique et nucléaire. Et lorsque vous avez la réunion donc d'une intention hostile et d'une capacité militaire à la mesure de cette intention, qu'est-ce que l'on a sinon un ennemi? C'est aussi simple que ça, un ennemi au sens politique du terme. Donc voilà très rapidement pour revenir sur ce plan. Alors maintenant, il y a effectivement un certain nombre de négociations qui ont été amorcées. Il faut parler de négociations, il faut parler de discussions, comme tu l'as fait. Il ne faut pas dire ce mot de dialogue, qu'on met à toutes les sauces. C'est effectivement une négociation qui a été amorcée. La communauté internationale négocie. Alors la communauté internationale, bien souvent, c'est vrai que c'est une expression un petit peu fourre-tout, c'est une espèce de bric-à-brac. En l'occurrence, ce qu'on appelle la communauté internationale, ce sont les 6, c'est-à-dire les 5 pays membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Les pays qui ont l'initiative de cette négociation, c'est ce qu'on appelle l'UE 3. Donc l'UE 3, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est le Royaume-Uni. Et puis après, vous avez les 3 autres pays qui sont membres du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, les États-Unis, la Russie et la Chine. Alors ce qui m'intéresse ici plus particulièrement, c'est la Russie. La Russie, elle est partie prenante de ce format qui cherche à faire pression sur l'Iran pour que l'Iran recule dans sa course au nucléaire, ou dans sa course en on peut parler de course, c'est une course de longue haleine, effectivement, c'est une course de fond. Et donc, dans ces négociations, ce que l'on voit, c'est que la Russie, Moscou, se pose en intermédiaire, se pose en honnête courtier, en quelque sorte, entre l'Iran et les Occidentaux. Et puis, par ailleurs, à certains égards, si on considère un certain nombre de faits, on a plutôt le sentiment que la Russie fait figure de parrain de l'Iran. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de résolutions qui ont été votées à l'unanimité par le Conseil de sécurité. Donc, bien sûr, ça veut dire que la Russie et la Chine les ont votées, ces résolutions. Mais à chaque fois, ça a été une véritable course d'obstacles. Et finalement, ces deux pays, dont la Russie, ont tout fait pour réduire la portée de ces résolutions, pour réduire la substance des sanctions internationales qui ont été adoptées. Et puis alors, par ailleurs, eh bien, la Russie a fourni quand même à plusieurs reprises et continue à fournir une couverture diplomatique à l'Iran. Alors on a des relations bilatérales étroites sur lesquelles je vais revenir. Il y a des invitations au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, qu'il faut mentionner, même si on ne développera pas ce point. Et puis vous avez eu le déplacement de Vladimir Poutine à Téhéran lors du sommet de la Caspienne en octobre 2007, donc il y a un an, et puis qui a été plutôt dans le sens de l'Iran, me semble-t-il, alors que vous aviez des gens, soi-disant bien informés, qui expliquaient que Vladimir Poutine allait à Téhéran pour aller tirer en quelque sorte les oreilles des dirigeants iraniens. Donc à tout le moins, il faut insister, me semble-t-il, sur l'ambiguïté de cette posture diplomatique russe. Alors pour les plus optimistes, et la nature humaine est ainsi faite, tout ce qui nous gêne, on tend à le scotomiser, c'est-à-dire à l'écarter de notre champ mental, de notre champ de conscience. Pour les plus optimistes, Moscou, la
Russie, fondamentalement, ne saurait accepter la perspective d'un Iran nucléaire, et donc les atermoiements que l'on peut identifier du côté de Moscou, finalement, ça serait un simple marchandage avec l'Occident, à essayer de monnayer au maximum cette carte pour essayer d'obtenir le maximum de la part des Occidentaux sur le plan de, par exemple, l'élargissement de l'OTAN, la Géorgie, à l'Ukraine, hein, donc on est en pleine actualité, sur la question des défenses antimissiles, là aussi on est en pleine actualité. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est envisager l'hypothèse contraire, c'est-à-dire le fait qu'il y a quand même des relations extrêmement étroites entre la Russie et l'Iran, ça c'est pas une hypothèse, ce sont des faits, et qu'à partir de là, on pourrait postuler l'existence quand même de convergences de fond, et que ces convergences, elles pourraient très bien déboucher sur une véritable alliance entre la Russie et l'Iran. Alors à partir de quand parle-t-on d'alliance, ça c'est toute la question, mais toujours est-il qu'il y a un véritable partenariat, un partenariat étroit, et dans le cadre de ce partenariat étroit, eh bien, on peut malheureusement penser que l'accès de l'Iran au nucléaire militaire à Moscou pourrait être perçu comme un moindre mal, ou en tout cas, à force de temporiser, de vouloir gagner du temps, il y a un moment où de toute façon ils n'ont pas véritablement pris sur le processus iranien, ils pourraient être mis devant le fait accompli, et puis par ailleurs, s'ils ont empoché un certain nombre de gains dans les négociations avec les Occidentaux, ça pourrait passer par pertes et profits. Alors d'abord, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est souligner les trois thèses de cette coopération bilatérale entre la Russie et l'Iran, de ce partenariat, ils utilisent le terme. Alors c'est vrai que ce partenariat, tout le monde est partenaire de tout le monde dans cette longue nuit où tous les chats sont gris, mais on verra qu'après, ils parlent même de pacte. Là, c'est un mot quand même plus fort. Pacte, c'est un terme plus fort qu'alliance. Une coalition, c'est purement conjoncturel. Une alliance, ça suppose quand même des engagements mutuels en termes de défense, de sécurité. Dès qu'on emploie le terme de pacte, on y met une connotation affective. Ça va au-delà de la simple alliance, c'est plus encore de la coalition. Alors sur ce plan, il faut d'abord rappeler l'importance des exportations d'armement russes vers l'Iran dans l'après-guerre froide. C'est un des trois principaux marchés avec l'Inde et la Chine. Et donc là, depuis, ça ne s'est pas démenti. Il y a eu le lancement du chantier de Boucher, donc de cette centrale nucléaire civile, certes, sous contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Donc ça, c'est quelque chose qui date du milieu des années 90. Certes, les Russes ont longtemps temporisé. Et puis finalement, eh bien, ils ont livré le combustible nécessaire fin 2007, alors que vous aviez des tas de gens bien informés en Occident, des diplomates, etc., qui étaient persuadés que les Russes ne se déferaient pas de cette carte, parce que justement c'était un outil de pression. Ils retardaient les délais, ils invoquaient des questions de financement que les Iraniens n'auraient pas respectées. Vous aviez des diplomates occidentaux qui apparemment s'étaient laissés intoxiquer par leurs homologues russes et qui étaient persuadés que effectivement les Russes utilisaient ce dossier pour faire pression sur l'Iran, et puis d'un seul coup, en décembre 2007, ils ont complètement tourné kazakh. Enfin, quand je dis d'un seul coup, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'en octobre 2007, lors du sommet de Téhéran, lorsque Poutine, donc un premier dirigeant russo-soviétique ou post-soviétique, comme on voudra, en tout cas depuis Staline, premier dirigeant à se rendre en Iran, eh bien, il avait annoncé la chose. On avait expliqué que c'était pas vrai, que c'était beaucoup plus subtil, c'était plus compliqué, et puis que finalement, nos sens nous trompaient. C'est ce qu'on fait toujours, le coup du bâton tordu dans l'eau. Ouais, vous n'avez pas vu ce que vous avez cru voir, finalement. Donc toujours est-il que la Russie, elle s'est dessaisie, elle a renoncé ainsi à un moyen de pression, à un véritable levier sur la politique iranienne. Donc ça, c'est des décisions qui ont été amorcées au milieu des années 90. Alors en 2001, ces étroites relations, elles ont été renforcées avec la signature, là je cite, d'un pacte de coopération civile et militaire. Et dans le cadre de ce pacte de coopération civile et militaire, a été évoquée la possibilité de vendre des systèmes de défense antiaérien modernes, c'est ce qu'on appelle les S-300. Alors, ils ont déjà un certain nombre de ce système aussi, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un ingénieur en armement, mais si j'ai bien compris, ils ont déjà un certain nombre de systèmes antiaériens, des S-200, des S-300, mais une version plus ancienne, qu'ils avaient réussi à acheter en catimini, plus ou moins à la Biélorussie au milieu des années 90. Et apparemment, de l'avis de la plupart des experts de ces questions d'armement, la livraison de S-300, ça pourrait changer beaucoup de choses, ça pourrait modifier le rapport des forces dans l'espace aérien, bref, ça pourrait gêner des règles occidentaux sur les sites iraniens. Alors, outre donc le contenu de ce pacte, de ces ventes d'armes, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on a aussi de possibles convergences énergétiques, notamment dans le domaine du gaz. On parle beaucoup d'une OPEP du gaz, alors certes, on sublime un petit peu les choses quand on parle d'OPEP du gaz, mais enfin, depuis le temps qu'on dit que ça ne marchera pas, que tout ça, ce ne sont que des paroles verbales, comme dirait l'autre, eh bien, il y a quand même un certain nombre de choses qui se précisent depuis 2001, et puis, donc, en octobre, là, il était question de lancer une troïka du gaz, alors ça associe la Russie, l'Iran, plus le Qatar. On ne va pas rentrer là, dans le détail, mais le fait est qu'en tout cas, il y a recherche, là c'est pas fait, mais il y a recherche de convergence entre l'Iran et la Russie sur les questions énergétiques. Alors ça va de pair avec des rivalités, y compris sur ce plan, des rivalités énergétiques, notamment tout ce qui tourne autour du partage des ressources de la Caspienne. Il y a aussi une franche opposition des Russes à voir le gaz iranien éventuellement couler vers l'ouest, vers les marchés européens, puisqu'en gros, ce qu'ils veulent, c'est essayer d'obtenir un monopole énergétique via Gazprom, et donc ils font tout pour dissuader les Iraniens éventuellement de rallier le projet européen de
gazoduc qu'on appelle le Nabucco. De toute façon, le problème ne se pose pas véritablement, puisque pour l'instant, l'Iran est sous le coup de sanctions internationales, et donc les grandes sociétés occidentales, pour tout ce qui est pétrole, gaz, ne peuvent pas se permettre d'investir massivement en Iran. Donc rien que pour ça, on peut se demander aussi si les Russes n'ont pas intérêt à temporiser, ne serait-ce que pour éviter d'éventuelles convergences énergétiques entre Européens, Occidentaux d'un côté, Iraniens de l'autre, qui leur permet à eux d'avancer leur propre pion sur l'échiquier énergétique européen. Et puis ce qu'on constate, c'est qu'il y a donc recherche, s'il y a ces rivalités-là autour de la Caspienne, autour des ventes du gaz, il y a recherche de convergence sur ce plan-là, avec une répartition des marchés. Donc en gros, le gaz russe, comme je viens de vous dire, s'écoulerait vers l'Europe, et ça servirait de levier, d'outil de pression politique. C'est pas simplement du business, c'est pas simplement rechercher un pouvoir de marché. On sait qu'il y a toute une dimension politique, diplomatique, stratégique dans les exportations énergétiques. Et puis le gaz iranien, lui, s'écoulerait vers l'Asie du Sud. Bon, alors ça va être gêné avec toute la dégradation des relations entre l'Inde et le Pakistan, mais toujours est-il qu'on sent bien que des deux côtés, on cherche à explorer ces voies-là. Voilà à peu près ce que recouvre l'expression un petit peu grandiloquente d'OPEP du gaz. Alors à tout cela, il faut ajouter le projet russe d'un axe physique, logistique, depuis la Baltique jusqu'au Golfe arabo-persique, à l'océan Indien. Et donc là, ça concerne notamment, là encore, l'Iran, puisque ça présuppose une interconnexion des réseaux de transport russes et iraniens dans le Caucase du Sud, en Caspienne. Et puis, dans ce projet, il y aurait la réalisation d'un canal de la Caspienne au Golfe. C'est pas encore fait, mais là encore, ça suppose la recherche de convergence, coopération étroite entre Russes et Iraniens. Alors ce corridor nord-sud, qui n'est pas là d'être fait, certes, mais c'est ça aussi le discernement politique. Il faut essayer de voir tout ce qui est petit et puis qui pourrait éventuellement devenir grand. Il ne faut pas attendre que les choses soient devant vous et incontournables. Avant, c'est toujours trop tôt, après, c'est toujours trop tard. Donc il faut s'intéresser à tout ça pour essayer de bien comprendre les relations qui se nouent entre les Russes et les Iraniens. Et donc ce corridor nord-sud, il aurait une portée géopolitique significative. Et là encore, ça recoupe l'actualité puisque ça couperait tout le corridor énergétique méridional. Je pense au gazoduc, à l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Chéan, au gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum, le projet de Nabucco, c'est-à-dire tout ce corridor énergétique méridional qui permet déjà, et puis qui permettrait plus encore à l'avenir, de relier l'Europe à la Caspienne, à l'Asie centrale. Là, vous avez un projet géopolitique complètement contraire, et là-dessus, en tout cas en termes d'opposition, il y a convergence d'un certain nombre d'intérêts russes et iraniens. Alors, ce qui ressort de ce bref balayage, c'est que la coopération nucléaire russo-iranienne, ça n'est que la partie d'un tout. Et ce tout, il pèse lourd dans la diplomatie russe. L'Iran est finalement un partenaire clé de la Russie dans toute cette géopolitique eurasiste qui s'esquisse maintenant depuis plusieurs années. Et donc, on peut douter du fait que la Russie sacrifierait volontiers de solides acquis politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, à la lutte contre la prolifération et à l'endiguement finalement de la puissance nucléaire iranienne. Surtout que pour un certain nombre de dirigeants russes, et ça c'est quand même des choses qu'il faut suivre, c'est des déclarations ici ou là de chefs d'état-major, de députés, de dirigeants en général, eh bien certains d'entre eux semblent considérer qu'une arme nucléaire iranienne ne les menacerait pas directement. Donc ils peuvent se tromper, certes, ils se trompent même certainement, ça aurait forcément des tas d'effets collatéraux de toute façon, mais il n'en reste pas moins qu'un certain nombre de décisions politiques ou de non-décisions politiques qui, à la fin, se transforment de fait en décisions qui reposent sur des erreurs d'appréciation. Il faut bien prendre en compte ces erreurs d'appréciation que peuvent faire un certain nombre de dirigeants russes. En tout cas, ce qui est attesté, c'est que les dirigeants russes, à tous les niveaux, passent leur temps à relativiser la portée des efforts militaires iraniens, des efforts en termes balistiques, des efforts en termes nucléaires. Et ils considèrent que finalement, ça menacerait avant tout les positions américano-occidentales dans le Golfe arabo-persique. Alors tout ceci pour en arriver à une brève conclusion, il me semble qu'il ne faut pas trop compter sur le soutien russe pour faire reculer l'Iran. Certes, il faut essayer de négocier ce soutien avec la Russie, parce que la diplomatie est un moyen, ce n'est pas une récompense. Donc effectivement, il faut discuter, il faut négocier, il faut essayer d'ouvrir des opportunités. Encore faut-il négocier en connaissance de cause. Il ne faut pas fonder sa négociation sur des espoirs inconsidérés et bien se souvenir, bien se remémorer que la diplomatie n'est pas une fin en soi, et encore moins un dialogue au sens socratique du terme. Voilà, merci.